Hors série, l'accompagnement des adolescents placés par les TISF, partie 2, l'histoire des serpillothérapeutes, Paddington, les petites mains et Mary Poppins Returns. Ce podcast est produit par Elabette et je tiens encore à remercier les Patreons parce que si vous m'entendiez mieux maintenant, c'est grâce à vos dons, que du coup c'est grâce à ceci que j'ai réussi à avoir un micro. Et du coup ce podcast est toujours proposé par Elabette qui est un ensemble de créateurs qui proposent tout un tas de contenus liés surtout à la pop culture, au cinéma, aux séries et surtout au parc d'attractions. Voilà, je vous laisse aller voir le travail de mes collègues. Alors suite au podcast de la partie 1 sur l'histoire des serpillothérapeutes, qui est donc un podcast qui sera tout au long de l'année, donc qui fait rapport à mon mémoire, j'ai décidé de faire du coup la suite, qui est la deuxième partie sur les TISF. Faut savoir que j'ai eu un petit peu de mal avec cet épisode, pour la bonne et simple raison qu'il est très lié à mon histoire personnelle. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de l'épisode. Comme il a été difficile pour moi à la même époque d'écrire cette partie, quand j'ai écrivé mon mémoire l'an dernier, il a été très difficile pour moi de me renseigner et de replonger encore un petit peu dedans. Mais je pense qu'il est important de mettre en lumière cet aspect du métier et surtout l'importance du métier de TISF. C'est pour ça que la seconde partie se sera faite en 2 temps. Donc il y aura toute une partie sur le travail de proximité et toute une partie sur qu'est-ce que c'est exactement sur le terrain, le travail des TISF et enfin les difficultés qu'elles rencontrent liées à leurs conditions de travail si particulières et au fait qu'elles sont invisibilisées au sein du grand public, quoi. Pour commencer, le travail de proximité. Donc, pour rappel, les TISF sont des travailleuses de terrain. Elles, ce qui les différencie des autres travailleurs sociaux, c'est qu'elles font du travail de proximité au sein du domicile familial. Donc en fait, comment on pourrait définir le travail de proximité, qui est quand même très très important au sein de tous travailleurs sociaux, mais notamment des TISF, c'est que les TISF travaillent avec les familles autour d'une logique de parcours. C'est-à-dire qu'elles vont accompagner les familles sur une très très longue période, c'est-à-dire que ça peut aller de plusieurs années, des fois plusieurs mois, mais à un rythme extrêmement soutenu, c'est-à-dire que à la base, les interventions devaient être au moins 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ça pouvait arriver, d'une journée à une demi-journée, pendant 1 mois ou 1 an. Donc ce qui fait que ce sont des gens qu'on connaît quasiment tous les jours. C'est l'équivalent presque d'un instituteur que vous voyez le long d'une année, ou d'un professeur. Et les interventions sont du coup extrêmement fréquentes, ce qui fait que le lien se fait rapidement. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi je me donnais en général, quand j'étais TISF, 3 interventions. Pourquoi 3 interventions ? C'est des longues périodes, donc c'est-à-dire que 3 interventions c'est équivalent de 9 heures donc avec la personne et sa famille. Et je trouve qu'au bout de 3 interventions, tu vois si le lien commence à se nouer ou s'il ne se noue pas. Parce que là, vous avez eu le temps de vous présenter, au bout de 9 heures, en général, la personne se montre un peu telle qu'elle est. Ça veut pas dire que vous êtes forcément proches et les meilleurs amis du monde, on s'entend, mais au moins, ça permet de voir si vous pouvez vraiment travailler ensemble ou si c'est toujours bloqué entre vous. Et pour expliquer ce que c'est que proximité dans un contexte particulier, j'ai vu il y a pas très longtemps Paddington. Et d'ailleurs, je suis très contente de tourner cet épisode-là parce que c'est à l'heure actuelle 1 semaine pile avant la sortie de Paddington 3. Et moi, je vais vous parler de Paddington 2. Donc, qu'est-ce que Paddington ? Paddington, c'est l'histoire d'un ours qui vient du Pérou, qui veut acheter un livre à sa tante qui est restée au Pérou. Lui, il est à Londres. En fait, il se retrouve en prison par un concours de circonstances extrêmement hasardeux, pour être honnête. Mais je vous en dirai pas plus et on va passer à pourquoi je trouve que Paddington se retrouve dans une situation où moi, je pense qu'il est parfait pour parler du travail de proximité. Alors tout d'abord, avant l'étape prison, Paddington c'est quelqu'un qui a extrêmement observé son voisinage. Donc déjà, il s'est intégré très bien dans la famille des Brown, donc ça on le voit dans Paddington 1, mais ce film-là, je m'en servirai pour autre chose, vous verrez bientôt. Et en fait, il connaît extrêmement bien son voisinage, c'est-à-dire que il sait qu'il a un voisin qui perd constamment ses clés, donc du coup il va demander toujours de ne pas les oublier, pour éviter de se retrouver à la porte de chez lui.
Il fait réviser les boueurs en vue de son prochain concours. Il apporte son petit déj à une cycliste et puis tout le monde l'apprécie aussi au sein du quartier, le salue assez facilement. Donc ça c'est dû notamment au fait qu'il a observé, donc tout comme les TISF, pour s'insérer dans une famille, elles doivent observer comment fonctionne autour du foyer de la famille, donc c'est-à-dire l'accès au transport, l'accès au magasin, est-ce qu'il y a des difficultés quelconques, type logement insalubre, est-ce que les familles sont entourées, tout ça c'est des choses qu'elles doivent observer pour mieux s'insérer dans la famille et trouver des solutions adaptées. Donc dans le cas de Paddington, c'est par exemple la cycliste qui va faire ses études le matin, elle a pas forcément le temps de manger, donc il lui apporte un sandwich, par exemple. Dans le cas d'une intervention TISF, ça peut être par exemple, moi j'avais une intervention où j'avais 2 jeunes enfants qui adoraient lire, et je pouvais apporter des livres, tout simplement. Ensuite arrive donc par toujours le même concours de circonstances très hasardeux, la prison. Donc en fait, lui, là, et Paddington, il utilise du coup les outils de la prison pour s'en sortir, c'est-à-dire qu'il utilise la pédagogie du faire avec. Par un concours de circonstances très très hasardeux encore. Oui, Paddington, c'est que des concours de circonstances hasardeux. Il se retrouve sous la coupe du chef de cuisine qui, du coup, maltraite un peu tout le monde. Enfin, il terrifie un peu tout le monde parce que sous sa protection, parce que du coup, Paddington sait faire le sandwich et la marmelade qui est incroyable. Et en fait, au lieu de le faire, il lui apprend à le faire. C'est ce qu'on appelle la pédagogie du faire avec, qui est un des gros fers de lance des TISF, c'est-à-dire que au lieu de faire le ménage à la place, par exemple, on va plutôt apprendre à la personne quel produit ménager est adapté à sa surface, comment on fait le ménage, mais on le fait avec elle. Ou alors, moi, c'est quelque chose que je faisais souvent la cuisine avec les familles. On a fait des crêpes, par exemple, et comme ça, les familles apprenaient les recettes. Hello, c'est Anaïs, Enya, post-enregistrement. Élise, que je salue, m'a fait remarquer que je lui ai envoyé que la première partie de l'épisode et que vous avez pas, du coup, les 3/4 de la réflexion d'après. Donc, si vous trouvez un changement dans le ton de ma voix, dans la période, c'est normal, c'est parce que je fais cet enregistrement à peu près 1 mois après. Voilà. Donc on va reprendre là où on en était. On en était au niveau de Paddington 2. Alors Paddington 2, du coup, justement, j'en étais restée au moment où il arrive à faire un sandwich à la marmelade à peu près tout le monde, même à la personne la plus aigrie. Et en fait, on lui propose, en creusant dans ses ateliers cuisine, il se rend compte qu'en fait, si la personne la plus aigrie ne savait pas faire à manger, c'est parce qu'en fait, on lui a jamais appris. Au lieu de faire tout le long des 10 prochaines années des sandwichs à la marmelade à tous les repas, ils ont proposé du coup à toutes les personnes de la prison, tout le personnel, ce qu'ils savaient faire comme recette. Et ainsi, ils apprenaient les uns des autres les recettes. Et ce qui faisait qu'il y avait une approche interculturelle. Les personnes n'ont pas la même culture. La culture passe aussi par la nourriture. D'ailleurs, moi, en tant qu'ancienne TISF, c'est vrai que la nourriture, c'est ce qui permettait le plus souvent de rentrer en contact avec les gens. Pour donner un ordre d'idée, alors moi, j'assistais très peu au moment des repas, mais pendant les visites médiatisées, qui sont les visites où les enfants placés sont au domicile des parents, que nous on est là, et c'est vrai que le fait de partager un repas soude un peu une forme une proximité au final. Et ce qui fait que pendant toutes ces rencontres autour de la restauration finalement, c'est des périodes un peu longues parce que il faut établir la recette, il faut établir le menu, il faut cuisiner ensemble, il faut le servir. Il y a à la fois un management individuel et collectif parce que du coup Paddington aide aux difficultés de chacun, mais il essaye aussi de coordonner tout ça avec toute l'équipe. Et ainsi du coup le prisonnier ne devient plus un objet, c'est-à-dire un objet qu'on peut déplacer, c'est-à-dire qu'il a son heure de promenade, il va se coucher à telle heure, mais un sujet, c'est-à-dire que ça devient une personne à part entière, qui a des goûts, qui a des aspirations, qui existe, en fait. En fait, ça ne devient pas quelqu'un de qui on parle, quelqu'un avec qui on parle. Ce qui fait qu'au final, on utilise toutes les ressources que Paddington a appris au sein de ses différentes familles, le matériel, les astuces, et que ça vient bouger le système de la prison parce que ça finit finalement par toucher aussi le personnel de prison qui finit par raconter des histoires pour s'endormir, par faire ramener des personnes pour faire des spectacles, en fait, à ouvrir finalement cet espace qui est si fermé, qui est la prison.
Et tout ça avec la pédagogie du faire avec de Paddington. La Anaïs du futur, d'ailleurs, a depuis vu Paddington 3 et a aussi adoré Paddington 3. Il sera utilisé pour un autre épisode. Voilà. Ensuite, Mary Poppins, pourquoi je l'avais utilisée? Alors il faut savoir que la carte Mary Poppins, c'est un peu une blague au niveau des TISF, parce que c'est vrai qu'on peut très vite être associé à Mary Poppins ou à l'émission Super Nanny. Moi j'ai beaucoup jeune regardé Super Nanny, paix à son âme d'ailleurs parce qu'elle est décédée, celle que je connais. Il y a aussi la figure de Mary Poppins, notamment grâce à son sac à apprentissage. En gros, Mary Poppins, alors moi je me suis servi du deuxième film pour vous l'expliquer, parce que une TISF vient souvent au domicile avec son propre matériel. On y viendra plus tard, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait il est à la charge de la professionnelle, ce qui fait qu'elle vient avec son propre matériel pour ainsi faire apprendre avec des sujets de médiation. Alors j'ai pris le deuxième parce que je n'ai pas trouvé le premier, tout simplement. Déjà, d'ailleurs je tiens à préciser, moi j'ai été un peu choquée parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il est sorti un peu avant 2020, et en fait j'ai été un petit peu choquée parce qu'il y avait quand même quelques remarques grossophobes, que c'est quand même un film très récent, et Mary Poppins dans le film n'est pas grosse, hein, donc et même si elle l'était, ça ne regarde pas les enfants. Donc voilà. Alors pourquoi je parle de Mary Poppins? Parce que, tout comme les TISF, elle va seule au domicile des Banks. Elle y est plusieurs jours. Alors, dans le cadre des TISF, il est vrai que même si avant elle pouvait dormir au domicile, ce n'est plus le cas maintenant. Enfin, ça n'existe plus, elles ne peuvent plus dormir au domicile des familles, fort heureusement. On y passait déjà beaucoup de temps. Mais Mary Poppins, elle, par contre, elle y dort. Et elle donne jamais de solution. Ça, c'est un truc qui est important dans les TISF, on n'est pas censé donner de solution. Alors, vous allez dire, oui, mais du coup, comment on peut aider les gens sans leur donner des solutions? On peut juste les orienter. Les gens sont suffisamment intelligents, des fois, pour trouver des solutions tout seuls. Ou alors, s'ils veulent en avoir une, ils vous posent la question. La problématique, souvent, notamment, qui est une problématique qu'on regarde dans le social, c'est que souvent, soit on dit aux personnes de faire des choses pour pallier notamment à leurs problèmes d'argent, leurs problèmes de nourriture et tout, mais on leur explique pas comment faire. Soit on renie leur propre outil. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup de fois. Par exemple, un parent qui veut faire un plat, comme le foufou par exemple, qui est un plat africain. Alors je dis africain parce que c'est assez global, mais le foufou, il y en a dans certains pays et pas dans d'autres. Bah en fait, j'ai déjà vu des éducateurs qui ont dit que c'était trop riche par exemple, alors qu'en fait c'est très bon le foufou. Mais en fait, nous, l'idée, c'est qu'on oriente pour que la personne trouve la solution elle-même, ou alors, quand c'est une procédure administrative qui est lourde, on l'accompagne, c'est-à-dire qu'on lui montre ce qu'on doit faire, et on lui explique. En fait, ça, c'est la chose la plus importante, c'est lui expliquer à quoi ça sert de faire cette administration, notamment, par exemple, au niveau des droits aux logements sociaux, parce que c'est quand même pas si simple d'établir un dossier, ou alors pour les dossiers MDPH. Je sais que dans le cadre de mon entreprise, j'ai monté un tutoriel pour faire des dossiers pour les demandes de subventions pour les handicapés, parce qu'en fait ces dossiers sont des dossiers assez lourds, qu'il est très très difficile de faire tout seul, et en fait les 3/4 sont souvent à la charge des familles. Et si vous n'êtes pas forcément accompagné, si vous ne parlez pas français, c'est quand même très très difficile de remplir ce dossier. Et en fait, Mary Poppins, elle fait exactement la même chose. Elle oriente. Quand les enfants se posent une question, elle leur répond pas frontalement. Elle leur montre des choses. Elle leur explique. Mais elle est jamais dure. C'est juste qu'elle est assez... elle est cadente. Ensuite, Mary Poppins, tout comme les TISF, rencontre des problématiques variées. En effet, dans le film, on la voit du coup qu'elle vient dans un bouleversement assez conséquent, c'est-à-dire que la famille Banks vient de perdre un membre important de cette famille, donc la mère, du coup, là c'était le cas. Donc il y a un déplacement de la place de chacun dans cette famille qui est en questionnement et qui est en mouvement. Il y a aussi une question de perte de la maison qui est répondue de façon assez miraculeuse, mais bon voilà. Il y a ce côté aussi où elle connaît bien l'environnement autour de la maison des Banks, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi quand on est TISF, c'est-à-dire que on va au domicile des gens, mais en général on va toujours à peu près autour des mêmes villes, et du coup moi à l'heure actuelle dans le Val-de-Marne je peux vous parler de
d'une bonne partie des médiathèques que j'ai rencontrées, et desquelles sont intéressantes et desquelles sont pas intéressantes. J'ai une collègue qui a une très très grande culture au niveau des parcs de jeux du Val-de-Marne, mais ça peut être aussi plein de choses comme ça, et qui sont des outils qui sont utiles, notamment quand une famille vient de s'installer, ou quand une famille n'a pas forcément l'habitude de sortir, ça peut être intéressant, enfin c'est intéressant d'ailleurs, pour pouvoir les accompagner au mieux. Ensuite, il y a le fait qu'elle humanise les enfants dans le regard de leur père, parce que justement, elle ne les défend pas forcément par rapport à leur père, mais elle explique les qualités de chacun, ce qu'ils ont fait de leur journée, et du coup, petit à petit, ces enfants deviennent aussi, tout comme le personnel de la prison dans Paddington, des sujets de droit et non des objets de soins. Et ainsi, Mary Poppins, même si elle ramène du matériel, il est quand même toujours demandé à la demande de la famille, mais elle utilise aussi beaucoup du matériel de la maison. Je pense notamment à un pot qui concerne leur mère, qui est à leur mère. Et ainsi, comme elle s'appuie sur les ressources de la famille, même si elle a des outils dans la mallette, avec leur savoir-être et leur savoir-faire, c'est des choses qui perdureront une fois son départ. Et enfin, il y a une fin d'accompagnement quand la porte de la maison se réouvre. C'est le moment pour elle de partir, c'est-à-dire qu'elle a fait assez de changements, enfin elle a provoqué et accompagner suffisamment de changements pour que la famille se débrouille toute seule. Même si les TISF, ça prend quand même beaucoup plus de temps, parce que bon, dans le film, ça prend une semaine, à peu près, je pense. Dans le cadre des TISF, en général, ça prend quand même plusieurs mois, voire années, parce que c'est quand même très très compliqué d'accompagner un changement. On est quand même sur des précarités sociales, pas forcément financières, mais au moins sociales. Et du coup, en fait, c'est un peu le même principe. Une TISF est censée partir sur le long terme. Alors, il y a quelques cadres de situation où on est censé accompagner tout au long de la vie de la personne, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, les familles, c'est quand même sur une période indiquée sur le contrat. Voilà. On va passer sur la partie la plus compliquée que j'ai à raconter, qui est sur les conditions de travail. Alors, il faut savoir, et c'est pour ça que mon propos sera peut-être un petit peu orienté, moi, je suis actuellement partie de ma structure de TISF, donc je ne fais plus partie de cette association qui m'employait. À l'heure actuelle, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode à un moment donné, mais je suis dans une bataille judiciaire avec eux, et notamment à cause des conditions de travail qui ne sont pas que dues à la structure, mais en grande partie, mais c'est aussi dû au fait qu'elles ne sont pas forcément pensées par les structures publiques. Les métiers du care, dont les TISF font partie, donc les métiers du care, c'est les métiers du soin, donc du soin social, du fait de prendre soin des uns des autres. Donc ce n'est pas forcément que médical, mais prendre soin au sens large, c'est-à-dire quand on répond aux 14 besoins fondamentaux, qui sont maintenir une température, boire, manger, se divertir, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Du coup, moi, ça s'est pas forcément très bien terminé. J'en ai fait aussi une burn-out et je suis en traitement par rapport à ça. Du coup, si jamais vous trouvez mon propos un petit peu orienté ou que vous sentez que je suis un peu peinée par ce que je dis, j'en suis désolée. La recherche autour d'un sujet est toujours un peu compliquée. Quand ce sujet nous touchait de plein fouet, c'est-à-dire qu'au moment où j'étais en train d'écrire ce mémoire, je commençais la procédure judiciaire vis-à-vis de mon travail, de mon ancien travail, il est quand même extrêmement compliqué. Du coup, de ne pas être orientée, notamment parce que j'en suis encore un peu toujours dedans, puisque ces procédures sont toujours en cours. Je pense qu'un jour, j'en ferai un podcast, parce que je pense qu'on est plusieurs, pas forcément que TISF, mais avoir eu des problématiques un peu comme les miennes. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Pourquoi il est important de faire une partie sur les conditions de travail ? Parce que être TISF, moi quand je parlais de mon métier autour de moi, on le disait souvent, ouais mais c'est génial, souvent t'es seule, avec une ou deux personnes, et puis vous faites des jeux, vous allez au cinéma, t'es souvent dehors, t'es avec les gens, c'est trop bien, et ça a l'air facile. En fait non. Parce que déjà travailler avec des personnes c'est très usant, il y a un coût émotionnel. D'ailleurs si vous êtes intéressé par ce que c'est que le coût émotionnel, donc je le développerai dans une partie un petit peu plus loin, mais il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le prix des sentiments de Orchid. Si vous avez la flemme de le lire, il est aussi en podcast. Et en fait ça parle du fait le fait qu'on doit toujours maintenir une façade qui se passe en face de nous.
ce qu'on appelle le prix des sentiments, pour vous l'illustrer. Moi, je sais qu'une fois, j'avais accompagné une famille à Gully Park, donc une famille de 5 personnes et une maman. Déjà, on avait mis 3 heures à partir parce que la maman ralentissait, prenait son temps, avait décidé de faire un repas alors qu'il était 10 heures, enfin bref, peu importe. Le temps qu'on arrive, elle avait décidé de partir toute seule avec un enfant, enfin c'était un truc infernal. J'avais passé une journée très très compliquée parce que un des gamins avait décidé d'essayer de récupérer tout l'argent des parents pour faire des activités, enfin c'était n'importe quoi. Et le pompon sur la Garonne a été quand j'ai pris le bébé dans les bois et qui m'a pissé dessus. Bah, autant vous dire que le prix des sentiments, ça l'illustre très très bien, c'est-à-dire que moi j'ai accumulé énormément de frustration, pourtant je pouvais pas m'énerver parce que j'étais entourée de monde, que j'étais la travailleuse sociale et que c'était moi qui devais canaliser les énergies et les colères de chacun et non l'inverse. Voilà. Donc les conditions de travail ne sont pas forcément étudiées de manière générale en France pour les personnes qui travaillent au domicile, à savoir que les TISF ont les mêmes conditions de travail que les auxiliaires au domicile, donc pour les personnes âgées et handicapées, ce qui n'est pas étonnant en fait, puisque même si elles ont à peu près un métier qui est similaire, même si les TISF ont une logique de parcours qui est assez globale, les auxiliaires de vie, elles sont là surtout pour certaines tâches, donc qui sont de la toilette, le rangement, le ménage, etc. Mais dans tous les cas, c'est des choses qui sont... c'est des métiers qui sont tout à fait complémentaires. Alors, pourquoi je dis qu'il y a des mauvaises conditions de travail ? Déjà parce que on est au domicile des personnes et la salubrité du logement, alias son dégoût, ne sont pas pris en compte. Qu'est-ce que c'est que le dégoût ? C'est le fait, par exemple, au domicile, on peut rencontrer des escaliers cassés, on peut rencontrer des excréments, des poux, des cafards en très grosse quantité, et que en fait, toute professionnelle qui vient avec ses affaires, même pas forcément avec ses jeux ou autre, mais avec ses affaires à elle qui sont son manteau. Par exemple, s'il y a un cafard ou un pou qui rentre dedans, en fait c'est assez frais. De nettoyer tout ça. Les poux, il est possible de rembourser le shampoing anti-poux, il n'y a pas le souci, mais pour tout ce qui est désinsectisation, ce n'est pas forcément le cas. Moi je parle des TISF, mais je pense que c'est sûrement valable aussi pour les auxiliaires de vie, puisqu'on fait partie d'à peu près de la même convention. Il y a une très grosse problématique autour de l'usure professionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'usure professionnelle ? C'est la durabilité dans le métier. En fait, faut voir ça un petit peu comme des chaussures avec qui on marche tout le temps et qui finissent par s'user. Il y a des métiers qui sont très facilement... où il est plus facile que d'autres de rester. Les métiers autour des relations, c'est pas forcément le cas parce que si on prend pas en compte les problématiques des personnes, leur charge émotionnelle, il est quand même très dur de rester sur le long terme dans des métiers comme ça, notamment dans le cadre de métiers autour du social et du médical. Ensuite, il y avait aussi la question de l'absence des locaux de pause, c'est-à-dire que les professionnels TISF, souvent, elles ont une intervention soit toute la journée. Or, on peut pas prendre des pauses chez les gens, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous avez essayé, mais c'est quand même très particulier. Parce que du coup, si on a des enfants à garder, on peut pas leur dire « Hey, tu bouges pas, tu restes ici, et moi je vais dans le lit de ta maman pour me reposer », c'est un peu bizarre. Et sinon, on a une intervention le matin et l'après-midi. Hors du domicile, c'est pareil, on peut pas normalement se dire vous allez faire le Space Mountain une queue de 2 heures et moi je vous attends dehors en attendant. C'est pas possible non plus. En fait, les familles sont quand même sous notre responsabilité. Que s'il se passe quelque chose et que nous on est censé être avec eux, on va forcément nous questionner. Ensuite, il y a les avances de frais. Alors je ne situerai pas toutes les associations de TISF là-dedans. Par contre, c'est vrai que c'est une problématique qui est très souvent dans les métiers du social. C'est-à-dire que les avances de frais, c'est de l'argent pour payer des repas ou pour payer des tickets de train, ça peut arriver, ou des fois même nos outils de travail pour pouvoir faire de la médiation. Moi, on m'a souvent demandé pourquoi j'investissais dans des jeux de société, dans des livres qui ne sont pas pour moi. En fait, pour la bonne et simple raison que, à même titre qu'une infirmière a besoin de seringues, une médiatrice, comme les TISF, a besoin de support. Parce que, en fait, quand vous arrivez chez des gens et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose et que c'est des gens qui sont en très grande insécurité sur le plan relationnel, il faut bien leur proposer quelque chose. Et que moi, plusieurs fois, les jeux de société, les livres, c'est ce qui m'a sauvé mes interventions et ce qui a souvent permis de mettre des mots sur des mots MAUX.
puisque du coup c'est toujours plus simple autour d'un jeu de société de faire sortir des choses que autrement. Puis ça permet aussi des fois, il y a des parents qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu de société, ça permet aussi de leur faire découvrir ça, des parents ou des enfants d'ailleurs, puisque tous les pays du monde ont leurs propres jeux, et les jeux de société ça fait pas forcément partie de tous les pays, du moins pas les mêmes. Par exemple, je sais que je crois que c'est au Mali où ils jouent plus aux Awalé, qui est un jeu qui est d'ailleurs très très intéressant. C'est des trous que tu peux faire un peu partout dans le sable, et en fait tu dois récupérer un nombre de cailloux, si je me souviens bien. Bon bah voilà, après quand on est plus capitaliste, on joue plus à la bonne paye. Enfin voilà, c'est des choses assez différentes finalement. Du coup en fait il y a des avances de frais par rapport à ça, mais aussi moi je sais que j'ai eu beaucoup d'enfants dont les parents les nourrissaient pas, et je suis désolée, quand on est en sortie et qu'on est face à un gamin qui a pas mangé, parce que s'il demandait à son père ou à sa mère, ça pouvait le mettre dans une situation un peu compliquée, tu lui payes à manger, quoi. Enfin, c'est une question d'être humain ou pas aussi, tout simplement. On peut tous dire qu'on peut faire différemment, mais quand on est devant le fait accompli, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc il y avait la question des avances de frais. Moi je sais que la question des avances de frais dans le social est une vraie problématique. Il y a des structures que je connais, dont celle que tient mon ancien professeur de compta, qui est la Mayotte. Je sais que eux ils ont mis en place une carte spéciale avec des virements directement pour la structure, et ça pose aucun problème. Je sais qu'il y a des structures qui font une avance sur salaire, et des professionnels qui ont 2 comptes, notamment pour les avances de frais. Voilà, bon écoutez, c'est une possibilité. Nous, on avait émis l'hypothèse de mettre des cartes bleues professionnelles. Bon, là, c'était pas le cas. Voilà. Ensuite, il y a la question des épuisements professionnels pour passer d'une situation à une autre. Alors, pour vous l'illustrer, moi, il se trouve qu'une fois, j'avais fait une intervention où j'avais un enterrement le matin, qui était le père d'un jeune que j'accompagnais et que j'avais connu. Et l'après-midi, j'avais un anniversaire. Autant vous dire que le grand écart est un petit peu conséquent. Voilà. Ensuite, il y a la question de l'isolement aussi, parce que quand on était ISF, en fait, c'est un petit peu compliqué. Les familles ont souvent l'impression qu'on est, ou les éducateurs, enfin toutes les personnes qui gravitent autour, qu'on n'a qu'une seule famille, alors qu'on en a plusieurs. Parce que en fait, quand on va seul au domicile vers ces personnes, ça renvoie cette problématique-là. Au même titre que moi, ma manager, je savais qu'elle avait une équipe, et finalement, on doit l'appeler très rapidement, et c'est souvent en one-to-one finalement. Ce qui crée ce lien de proximité. Sauf que le problème, c'est que en tant que TISF, on peut pas répondre à toutes les sollicitations. Déjà parce que ça relève pas de nos compétences, mais aussi il faut comprendre les familles dans le sens où on est souvent la seule personne humaine qu'elles ont directement en interaction, puisque en ce moment, les services sociaux sont tellement dans une problématique de surabondance depuis le Covid, et qu'il y a aussi des grandes démissions, il y a énormément de démissions, que du coup, finalement, des fois, ils ne voient que nous. Ouais, parce qu'ils n'ont pas un rendez-vous avant des semaines avec d'autres travailleurs sociaux, donc la faute est à personne, mais ça nous met dans des situations qui étaient plutôt compliquées. Aussi, il y a le fait du manque d'outils, donc ça c'est ce que je disais, c'est que souvent les professionnels, elles se retrouvent face à 3 choses. Soit elles n'achètent pas leurs outils de travail, et du coup elles peuvent se retrouver dans des situations compliquées au travail, des accompagnements où elles peuvent pas proposer grand-chose, soit c'est elles qui les payent, soit des fois c'est la structure. Et dans le cadre de la structure, donc ils sont mis au local, sauf que ce qui est compliqué, c'est que ça implique que la professionnelle, tous les matins, aille à son local de travail, et ensuite ramène les jeux au domicile, ce qui fait que, en fait, finalement, elle se retrouve dans une position où il faut qu'elle se lève quand même plus tôt, parce que pour faire ça, alors que des fois, je sais que dans notre cas, nous, notre local, il était même pas dans notre département, quoi. Donc voilà, il y a ça, donc il y avait la question des outils de médiation, il y a aussi la question de la loyauté, c'est-à-dire que comme on est dans une situation de proximité, on est un petit peu le cul entre 2 chaises, entre ce qu'on doit rapporter aux professionnels pour que ça avance, et en même temps le fait qu'on sait très bien qu'il y a des choses où quand on connaît les gens, quand il y a des choses qui nous sont dites, des choses qu'on observe, si on rapporte tout, on sait que ça peut avoir des énormes conséquences pour les enfants et les parents, alors que il n'est pas forcément question de s'affoler, quoi. Par exemple, moi je pense à des moments de médiation où les parents appellent d'autres personnes de la famille pour qu'ils puissent parler à leurs enfants. Je sais que ça choque certains professionnels.
Moi, je vois pas fondamentalement le problème, pour être honnête. C'est que moi, il m'est arrivé de pas dire tout ce qui se passait en médiation, parce que sinon, en fait, ça pouvait avoir des conséquences sur certains enfants, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Il y a aussi la question du temps, donc les TISF sont payées à l'heure, elles ont un timer, et elles ont soit trop de temps dans une famille, soit pas assez. C'est-à-dire que des interventions de 4 heures, ça peut être extrêmement long. Mais ça peut être aussi des fois trop court en fonction des situations. Donc en fait, comme on peut pas partir et rester le temps qu'on veut, ça fait que des fois on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Bon, moi je me souviens d'avoir assisté à des repas alors qu'il me restait une demi-heure et que la famille avait envie de manger. Enfin voilà, du coup on était obligé de rester au domicile alors qu'on avait concrètement plus rien à faire quoi. Il y a aussi la question de on fait des sorties, c'est censé être la famille qui paye pour les TISF. Alors on nous parle souvent des sorties comme quoi c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Moi je suis pas d'accord, je trouve que toutes les personnes ont le droit à la culture. Toutes les personnes ont le droit de sortir et que des fois le fait de sortir permet de réparer énormément de choses par rapport aux enfants. Moi je me souviens d'une fois on est allé faire une sortie trampoline avec un grand garçon de 11 ans et sa maman, même si la situation s'est dégradée sur le coup, cette année-là, la situation entre les deux fonctionnait quand même beaucoup mieux. Et en fait, il a sauté du haut d'un trampoline de, je sais plus, 2 mètres. Et il a dit « Maman, je t'aime » en hurlant. Et c'était adorable. Et en fait, ça permet ça aussi, les sorties. Je me souviens d'une maman, on est allé à la Cité des Sciences. Et c'était la première fois qu'elle allait... en fait, il y avait un spectacle de lumière. Et c'était la première fois qu'elle voyait... que même elle est allée dans quelque chose qui ressemblait à un cinéma. En fait, voilà, c'est des choses qui sont quand même importantes. Moi, je trouve que c'est un droit. C'est un droit qui est important de valoriser. Sauf qu'en fait, les familles, normalement, si on fait des sorties, elles doivent payer pour elles et puis pour nous. Ce qui n'est pas forcément dans la possibilité de chacun. Et je trouve que c'est pas normal. Donc il y a ça. Il y a le fait, donc moi je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on est payé à l'heure. Donc ce qui fait que on doit faire plutôt de la quantité que de la qualité. Alors que bon, c'est pas possible de faire de la quantité dans le social. Parce qu'en fait, on peut pas compter à la tâche qu'on fait dans la relation. La relation ne peut pas se comptabiliser. En fait, elle ne peut pas être rentable. En fait, une relation, ça se travaille, ça ne se compte pas. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations vraiment très compliquées. Alors en fait, comme elle est souvent une intervention le matin et l'après-midi, elle se retrouve dans une posture où elle est en extérieur. Donc soit elle ramène son repas, sauf que quand il fait froid, elle doit manger froid. Quand il pleut, elle mange quand même dehors. Donc après, elle peut manger dans sa voiture aussi, ça c'est la question. Sauf que c'est une question. Est-ce que vous voulez vraiment manger dans votre voiture ? Moi, je sais que il y a ça. Donc sinon, elle se retrouve à payer son repas. Dans tous les cas, il y a une question de faut payer son repas le midi, ou alors trouver un restaurant. Bon voilà, mais tout ça c'est à titre du professionnel quoi. C'est vrai que ça pose la question de on est censé accompagner les familles pour un mieux vivre, sauf que quand nous on vit pas mieux, c'est quand même pas terrible quoi, ça fait 2 poids 2 mesures. Alors une fois que je vous ai parlé de toutes ces conditions de travail qui sont quand même un peu compliquées, j'ai oublié de parler de la plus compliquée à mon sens, c'est la relation entre les patrons et les partenaires, parce que en fait les partenaires c'est ceux qui nous délivrent les missions de TISF, c'est-à-dire qu'on est un peu des prestataires, c'est un peu comme si on était des Uber du social, et du coup ça positionne la personne un peu comme un patron, qui fait que quand on a des partenaires qui sont sympas, qui ont confiance en l'expertise des TISF, ça pose pas de problème, mais comme on a le statut de femme de ménage, d'auxiliaire de vie, en fait on est traité pareil. Moi ça pose la question des auxiliaires de vie, de leur statut, mais aussi des femmes de ménage. Puis désolée, c'est des femmes qui font à l'heure actuelle quand même des métiers qui font partie des plus importants. Je sais pas si vous êtes déjà rentré dans une maison extrêmement encombrée, moi je l'ai fait, on peut plus passer, et je vous jure que déjà au quotidien c'est compliqué, mais alors si en plus vous mettez une urgence, en fait c'est sûr que vous pouvez plus sortir quoi. Enfin en fait c'est une question, la propreté, la salubrité et le désencombrement dans le logement fait qu'on peut vivre dedans, tout simplement. Donc pour moi elles font des métiers qui sont extrêmement importants, notamment les auxiliaires de vie qui aident à l'autonomie des personnes. Donc voilà, donc ça c'était le petit aparté, mais du coup les partenaires, nous le plus souvent, moi je sais que j'ai énormément de mal avec ça et c'est des choses que je suis en train de guérir et qui ont accéléré notamment mon burn-out et mon arrêt. En fait c'est qu'on est, la parole des TISF est pas crue ou dévalorisée. Ce qui questionne, c'est que en fait les TISF, elles portent la parole des familles. Donc se pose la question de comment les institutions voient les familles. Et je vous avoue qu'en fonction des partenaires, j'ai vu des partenaires incroyables, attention c'est pas ce que je dis, et ça se voit. Je ne dirai pas plus, voilà. Donc pour illustrer tout ça,
Donc j'ai choisi le film qui s'appelle Les Petites Mains, qui est un film que je vous encourage à aller voir, parce que je pense qu'il a pas eu un grand succès. En fait, il est très librement inspiré de la lutte des employés de l'hôtel Ibis des Batignolles, de juillet 2019 à mai 2021. Qu'est-ce que c'est que la lutte des employés de l'hôtel Ibis? Des femmes de ménage qui ont fait grève auprès de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui ont fait 22 mois de grève pour leurs conditions de travail. Notamment, l'une d'elles est devenue une des députées de l'Assemblée nationale. Je vous invite à aller voir. Elles sont incroyables, ces femmes. Franchement, elles sont vraiment incroyables. Pourquoi je les ai choisies? Parce que le film décrit très très bien leurs conditions de travail. Et en fait, j'ai cru voir mon équipe. C'était assez impressionnant. Parce qu'alors du coup, dans le film, c'est surtout des femmes noires. Faut savoir que les femmes noires sont souvent représentées dans le travail du care et les travails sous-payés, ce qui est le cas des TISF, pour être honnête. Il y a aussi toute une question de problématique des papiers. Alors, dans le cadre de TISF, normalement, alors ça existe peut-être, hein, mais on ne peut pas embaucher des travailleurs sans papier, puisque on travaille avec des institutions de l'État, mais je pense que ça doit exister, hein, très clairement. J'ai entendu des histoires qui le montrent. Normalement, c'est pas censé être fait, mais du coup, c'est le cas. Il y a une invisibilisation des demandes, c'est-à-dire que du fait qu'elles soient prestataires, ces femmes, dans les petites mains, elles n'ont pas le droit à plein de choses. Elles n'ont pas le droit à un matériel adapté, elles n'ont pas le droit à des subventions, elles n'ont pas le droit à plein de choses. Nous, en tant que professionnels TISF, c'était aussi le cas. C'est-à-dire que y avait une invisibilisation, notamment de ce que je vous disais plus haut, des cartes bleues pour pas avoir d'avance de frais ou de ce genre de choses, quoi. Ensuite, il y a le fait de pas avoir de matériel. Donc là, c'était vraiment ridicule, elles avaient pas d'aspirateur. Alors, imaginez une femme de ménage sans aspirateur, juste. Il y a aussi la question du fait qu'elles avancent des frais, elles aussi, pour leur costume de ménage. Et le fait qu'elles sont obligées de cacher leurs blessures. Ça, c'est un coup de gueule que j'ai. J'ai beaucoup de collègues qui sont retrouvés dans des situations où elles avaient parlé de leurs blessures, ou soit on les envoyait dans des familles où c'était pas possible. Je me souviens d'une collègue qui avait des gros problèmes d'épaule, donc normalement elle ne pouvait pas porter de bébé, et on l'envoyait dans plein d'interventions avec des bébés. Voilà, donc ça posait cette question-là. Il y a la question du paiement à la chambre, qui m'a fortement fait penser au paiement à l'heure. Et il y a la question aussi il y a un paiement à la chambre, du coup elles ont un timer. Voilà. Ensuite, il y a la question de l'hyper-surveillance du management, donc parce que c'est un management 1 pour 1, mais dans une équipe. Alors nous, c'est vrai qu'ils étaient pas physiquement là, mais moi, je me souviens d'interventions où j'ai dû arrêter tellement je recevais de messages de ma responsable, et que du coup, j'ai dû stopper parce que j'étais pas auprès de la famille, quoi. Ça, c'était pas possible. Et il y a la question aussi du dégoût. Alors ça m'a fait rire, je suis en train de rigoler parce que c'est... Bon déjà, si vous êtes travailleur social ou tout autre travailleur et que vous êtes retrouvé dans une posture avec des problématiques autour du dégoût, nous je sais qu'on finissait par en rire beaucoup. Donc là justement, elle se retrouvait face à nettoyer des vomis ou autre chose. Elle s'était retrouvée avec une baignoire d'eau remplie avec des vrais canards dedans. J'avoue que j'avais beaucoup ri. Voilà, mais du coup, bon, il y a cette question-là autour du dégoût dans les chambres et des femmes de ménage. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas se retrouver dans des situations où on ne peut pas désencombrer, où il faut pas nettoyer. Je dis juste que, est-ce que du coup, après avoir fait ce genre de situation, on peut pas penser à, je sais pas, à que la personne puisse au moins se laver, quoi. Par exemple... Alors là, je vais pas parler des TISF, mais je sais que j'ai aussi fait des stages auprès des aides-soignantes. Je vous avoue que quand on se retrouve avec une blouse avec du vomi ou des excréments dessus, on se sent sale, et ça pose la question aussi de... Quand on prend soin des autres, du coup, il y a un risque de contamination. Donc voilà, je pense que ça devrait être au moins ça, quoi, pour le coup. Après, il y a une question que dans cette équipe, il y a une très très grande solidarité. Parce que du peu où elles se voient ensemble, finalement, elles ont des conditions de travail qui sont souvent quand même épouvantables, et qui fait que elles ont une très très grande solidarité entre elles. Il y a le fait qu'elles soient en équipe mais seules dans les chambres. Nous, c'est le cas aussi. Il y a la question des horaires qui sont extrêmement extensibles, notamment pour celles qui sont sans papier et à l'heure. C'est-à-dire que c'est très tôt le matin, très tard le soir, que t'es obligé d'accepter des heures supplémentaires, que des fois, en fait... tu te retrouves dans des situations où
bah voilà, c'est des métiers précaires, hein, donc du coup, quand t'as des heures supplémentaires et que c'est payé, bah tu refuses pas en général. Ensuite, c'est un travail qui abîme beaucoup le dos, et en fait, la problématique, c'est aussi le fait que c'est pas vu par les clients. Bah oui, c'est pas vu par les clients, c'est pas vu par les familles ce qu'elles font. Ce qui est vu, c'est quand c'est sale, mais c'est pas vu en général quand c'est propre. Quand il y a une personne qui fait le ménage, c'est très rare que des gens aillent la voir et la félicitent de son travail. La plupart des gens qui font le ménage, moi je sais que je leur dis bonjour et que des fois on discute. J'ai pas vu beaucoup de gens le faire. C'est une problématique, je trouve. Et en fait, c'est très bien illustré par un personnage qui s'appelle Simone, qui est devenu aigri, qui a mal, qui est blessé. Et le prix des sentiments de Hochschild, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en fait, on est un peu obligé, sur le long terme, il y a 3 façons de réagir comme ça. Il y a le fait de devenir complètement aigri, c'est-à-dire d'être fâché, de trouver que tout est nul, etc. De se dissocier complètement. Et donc ça peut être par exemple le cas, alors je sais pas si vous avez écouté mon hypalage avec Scarabetti, mais c'est le cas dans Sévérance notamment, où il y a cette partie où en fait quand ils sont dans le milieu du travail, ils se souviennent plus de ce qui s'est passé au sein de la famille et inversement, sauf qu'en fait les émotions ça reste quoi. Donc c'est pas complètement possible. Et il y a le burn-out, donc ce que j'ai fait pour le coup. Ensuite, alors pourquoi je vous parle du burn-out et du fait que je l'ai fait ? Parce que moi, une de mes portes de sortie de cette structure, ça a été de faire un dossier d'incapacité. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier d'incapacité ? Moi, dans mon cas, j'ai un dossier d'incapacité à tout poste dans l'entreprise, c'est-à-dire que on est obligé de me licencier, je suis obligée d'avoir des aides sociales après, du coup, puisque c'est un licenciement, en fait, on a tous les avantages des licenciements économiques. En fait, quand vous avez un dossier d'incapacité, on est censé vous reclasser. Dans mon cas, à moi, c'était la structure qui me rendait malade, donc on est obligé de me sortir de la structure. Et en fait, Simone, si je vous en parle, c'est que c'est des solutions qu'on lui a proposées dans le film, enfin qu'on lui a imposées, parce qu'en général, on choisit pas de faire un dossier d'incapacité. Et en fait, au début, elle est fâchée et elle envoie bouler tout le monde, elle devient agressive et isolée, parce qu'en effet, quand on a un dossier d'incapacité, la retraite c'est compliqué, hein, on va pas se le cacher, et elle... le plus souvent, elle peut pas retrouver un travail. Il n'empêche que, au niveau de la qualité de vie, on voit une Simone après qui va mieux. En fait, elle finit par trouver un amoureux, elle fait des gâteaux, elle danse, elle sourit, et c'est impressionnant de voir comme ça, parce que si je vous parle de ça, c'est parce que moi, c'est exactement ce qui est arrivé. Alors même si j'ai eu une année extrêmement compliquée, puisque quand ce sera fini, je vous en parlerai sûrement, mais je me suis retrouvée dans des situations de précarité financière assez importantes à cause de ce qui s'est passé au travail. Heureusement, j'avais ma famille, mon mari pour me soutenir, enfin voilà, j'ai des gens merveilleux autour de moi, donc... Mais en fait ça s'est passé comme Simone, c'est-à-dire que je me suis remise à dessiner, je me suis remise à lire, je me suis remise à regarder des films, je me suis remise à avoir du temps pour voir des gens. J'ai pu revoir ma famille beaucoup plus qu'avant. J'ai pu passer du temps de qualité avec eux et en quantité, de qualité et en quantité. Et même s'il y a encore des gros hauts, des gros bas parfois, en fait maintenant je souris, je rigole, je me sens mieux. Moi aussi je suis accompagnée d'un point de vue soin. Si je vous parle de tout ça, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous dire que si vous êtes dans une situation comme moi j'étais, et que je suis encore, il y a des solutions. C'est vrai que moi j'ai une grande chance qui fait que je suis entourée par des personnes qui peuvent m'aider. Je sais que c'est pas forcément votre cas. Si c'est pas forcément votre cas, j'en suis désolée. Mais sachez qu'il y a toujours des solutions. Quand on connaît ses droits, on peut trouver plus facilement les solutions. Donc voilà, dans tous les cas, c'est un message d'espoir que je vous envoie. Il y a des possibilités, il faut les demander, il faut les chercher, c'est difficile. Des fois on trouvera pas, des fois faut se battre longtemps pour les obtenir. Moi ça a été mon cas, ça a pris 1 an. Pour des gens ça peut prendre plus que ça. Je dis pas que quand on veut on peut, c'est pas le cas, mais je dis juste que des solutions peuvent exister, mais dans tous les cas on peut pas s'en sortir tout seul, il faut être accompagné. Et ça, je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Donc dans tous les cas, je vous envoie un message d'espoir et je vous envoie énormément de soutien pour des gens qui se sont reconnus un peu dans cette histoire. On va s'arrêter là pour le moment. Je vous retrouve la prochaine fois pour parler du coup du parcours des jeunes de l'ASE qui est très accidenté, on va pas se le cacher. Mais surtout, n'oubliez pas, tout le monde a de la culture, faut juste être fier de la sienne. Au revoir et à bientôt!